Merci, bonjour. Déjà, je voudrais que toutes les personnes qui interviennent sur cette table ronde puissent nous rejoindre ensemble, de manière à gagner du temps. Merci, madame. Voilà. Je ne connais pas tout le monde, donc c'est pas très simple. Vous devriez, voilà. Je vous propose de vous asseoir directement. Bonjour. Bonjour. Je crois que nous sommes 5 normalement. Bon, c'est ça. Le compte est bon. Donc merci à tous. Écoutez, nous on est très heureux à EDF de lancer cette table ronde qui porte sur la décarbonation du monde. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a, vous le savez, un parc de production qui est quasiment à 97-98% décarboné aujourd'hui. Mais pour gagner du temps et respecter le timing, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc j'ai réalisé un ordre de passage qui correspond, de mon point de vue, à une forme de logique. Je ne sais pas si elle est bonne. Je n'ai pas intégré la parité ou le fait que vous soyez homme ou femme. Et je propose à Monsieur Laurent de commencer cette intervention. Et je vais vous proposer, plutôt que de vous présenter et puis de vous redonner le micro, de faire les deux à la fois pour gagner du temps. C'est-à-dire vous vous présenter très rapidement. Et puis ensuite, on passe aux questions. Donc, Monsieur Laurent, vous allez vous présenter. Je vous pose directement 2 questions. Merci, c'est gentil de lever la main parce qu'on ne se connaît pas forcément. Je crois que vous allez... J'étais dans l'embarras. Vous allez proposer une restitution de l'étude ZEN 2050, donc sur l'approche zéro carbone. Et les 2 questions que j'avais envie de vous poser, c'est quelle part peuvent apporter les nouvelles technologies par rapport au puits carbone naturel, première question. Et quelle crédibilité peut-on encore donner aux objectifs de long terme 2050 ? Et je crois que vous avez aussi une réponse à proposer sur ces 2 sujets. Alors, je crois que vous avez un micro, vous pouvez y aller. N'oubliez pas de vous présenter très rapidement. Donc, bonjour à tous. David Laurent, donc, je suis le responsable des activités climat chez EPE. Donc EPE qui est une association de grandes entreprises françaises qui travaillent sur l'intégration des thématiques environnementales. Bien près du stratégie de ces grandes entreprises. Voilà. C'est à eux que vous parlez, hein, c'est pas à moi. D'accord, non. On est entre nous. Alors, sur les questions. La première question, donc sur les solutions technologiques. Déjà, peut-être présenter l'étude, la restitution de l'étude en 2 mots, la restitution de l'étude ZEN 2050. Alors, en 2 mots, c'est un challenge. C'est la règle du jeu. Alors, ZEN 2050, c'est un travail collectif donc des entreprises membres de PE sur la neutralité carbone en 2050. Vous le savez tous, à l'été 2017, il y a le plan climat français qui avait donc défini cet objectif de neutralité carbone. Et donc tout de suite, ça a posé des questions de qu'est-ce que ça veut dire cet objectif, comment est-ce qu'on le traduit en mode de vie, comment est-ce qu'on le traduit sur le fonctionnement de l'économie, comment est-ce qu'on le traduit en technologie, comment est-ce qu'on le traduit en émissions entre les secteurs. Donc c'est à ces différentes questions qu'on s'est attaqué. Donc c'est un travail qui a duré plus de 18 mois, qui a impliqué un consortium de consultants, d'économistes, de sociologues, de spécialistes technologiques et sectoriels, et qui a permis d'adresser ces différentes questions. Et tout ça, bien sûr, en étroite collaboration avec les entreprises qui étaient porteurs de l'étude. Donc si je résume les enseignements de cette étude, on peut dire d'une part le premier résultat qui était encourageant, puisque ce n'était pas acquis au départ, c'est que c'était technologiquement, économiquement et socialement faisable d'atteindre cette neutralité carbone en 2050. La deuxième chose, c'est quand on regarde ce que ça veut dire concrètement, c'est que, du coup, là, je vais pouvoir rebondir sur tout à l'heure, quand on parlait est-ce qu'on parle de transition ou est-ce qu'on parle de révolution. Nous, on a choisi le terme de transformation. Et cette transformation, elle est sans précédent. Et je vais l'illustrer par un chiffre, même 2 chiffres. C'est 4,5%. Si on regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on doit aller en 2050 en termes d'émissions annuelles, on part sur un rythme de réduction annuelle de 4,5% sur les 30 prochaines années. Et là, il faut juste comparer à ce qu'on a fait depuis 1990, donc c'est-à-dire l'année de référence. On a fait en gros 0,5% par an. Donc là, on dit qu'il faut faire x9.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une transformation sans précédent. Et ça, c'est énorme. Et ensuite, ce qu'on peut dire, cette transformation, évidemment, elle va mobiliser tous les secteurs. Et ça, c'est également intéressant de regarder. On va pas seulement s'en sortir en faisant des efforts dans le bâtiment, dans le transport. Évidemment, ils vont le concerner, mais c'est des efforts qui vont concerner toutes les activités économiques de la France. Ça, c'est également quelque chose de très fort. Et ensuite, du coup, le corollaire qu'il y a, c'est que non plus d'impliquer uniquement les secteurs, c'est que les personnes, les acteurs qui vont être impliqués, ça doit être tout le monde. Donc quand on dit la transition, c'est l'affaire de tous, voilà, on en comprend la substantifique moelle, c'est que devant ces efforts, il faut que tous s'impliquer parce que c'est pas viable pour un acteur unique ou une catégorie d'acteurs uniques de s'engager. Et quand on dit, nous, on avait distingué très, très schématiquement 3 types d'acteurs, donc que ce soit d'abord nous, les individus, consommateurs, citoyens, pour qui la transition va permettre de bénéficier d'un certain nombre de co-bénéfices, que ce soit sur la santé, sur la qualité de vie, sur l'alimentation, mais c'est également qui va demander des efforts. Et on a un deuxième type d'acteurs, qui sont les institutions, les pouvoirs publics, qui, eux, ont ce rôle, je dirais, d'orchestration de la transition. Et les troisième types d'acteurs, donc, qui sont les acteurs économiques. Et là, on retrouve un peu ce qui vient d'être abordé, qui, eux, ont la capacité et, je dirais, la responsabilité d'engager cette transformation, en particulier en termes d'investissement et de transformation des secteurs économiques et professionnels. Et donc, si je permets on peut peut-être revenir sur la question du coup, ouais. La part de la technologie par rapport au puits naturel carbone. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos... Donc ça, c'est l'intérêt des démarches de neutralité carbone, c'est qu'on affiche une importance à la fois à la réduction, mais également à ce qu'on peut faire en termes d'absorption. Donc mon premier point, c'est de dire l'absorption, c'est important. Mais surtout, ce qu'on rend compte, c'est que les capacités d'absorption sont limitées et que le principal levier qu'on a, ça reste en premier lieu les réductions. On se rend compte qu'on doit réduire de facteur 5-6 nos émissions actuelles, alors que les capacités d'augmentation des puits, qu'ils soient naturels ou techno, on fait plus 50%, voire plus 100%. Donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes échelles. Ensuite, sur est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible, c'est l'absorption. Ouais. Et ben, c'est tout simplement, il y a des limites d'une part physiques, que ce soit les sols, les forêts ont une capacité de stockage qui est physiquement limitée. Donc oui, c'est possible, mais on aurait forcément une limite. Le deuxième élément, c'est qu'il y a également une équation économique. Il y a beaucoup de choses où on a des technologies, par exemple le stockage industriel, donc la capture, par exemple, dans des fumées d'usines, et ensuite le stockage souterrain, c'est des choses qu'on sait faire et qui sont utilisées depuis longtemps. Là, le blocage, c'est un blocage économique, c'est des modèles, et d'où l'intérêt d'avoir des prix carbone qui permettent ensuite de pouvoir rendre financièrement viables ces choses-là. Et on est dans les estimations qu'on a, c'est entre 80 ou 100 euros la tonne. Ok, merci beaucoup, Monsieur Laurent. Je vais donner la parole maintenant à Madame Savin. Donc, Madame Savin, vous êtes avocate, présidente de l'ORE. Voilà, pour la présentation, c'est quasiment fait, pour gagner toujours un peu de temps. Les questions qu'on souhaitait vous poser, c'est en gros quels leviers sont disponibles aujourd'hui pour faire avancer la machine économique sur cette voie de la neutralité carbone. Merci à tous, bonjour. ORE quand même, nous travaillons sur l'économie circulaire, la RSE et biodiversité économie. Donc les outils sont de deux ordres. L'avocate va vous dire qu'il y a des outils contraignants, juridiques, et la présidente d'ORE qu'il y a des outils de volontariat, des outils contractuels. En fait, les deux se complètent si le droit est utile et s'il laisse une certaine part à l'initiative, à l'expérimentation, et c'est tout l'enjeu des engagements pour la croissance verte. Après, je ne vais pas revenir sur bien sûr les outils dans le bâtiment, ça a été très bien exposé par Monsieur le Ministre. Je vais aller sur une approche plus macro, en disant qu'il y a différents outils, différentes démarches qui se complètent. J'en prends 3. Les démarches RSE, les démarches d'économie circulaire et les démarches biodiversité. Sur les démarches RSE, là, on s'adresse aux entreprises, puisque la RSE, c'est la traduction
pour les entreprises, des démarches de développement durable. Et nous sommes en train de vivre une véritable, moi j'ai envie de dire révolution là pour le coup, suite au rapport Nota-Sénar, qui a modifié le Code civil. Et on ne modifie pas le Code civil comme ça, aussi facilement qu'on l'entend, avec l'objet social de l'entreprise qui n'est plus le même. Hier, l'objet social de l'entreprise, c'était de verser des dividendes aux actionnaires. En gros, faire de l'argent. Aujourd'hui, avec l'article 1833 du Code civil, l'objet social de l'entreprise, c'est certes continuer à générer des bénéfices, mais en tenant compte des impacts environnementaux et sociaux, avec les administrateurs qui sont également redevables et responsables de la prise en compte par les entreprises des impacts environnementaux et sociaux. Donc, on est dans cette prise de conscience des entreprises de leur responsabilité pour les responsabiliser au regard de leur démarche économique. Nous avons la DPEF, Déclaration de performance extra-financière, qui a été fondamentalement revue avec un modèle d'affaires, où là encore, l'entreprise doit s'interroger sur quel est mon modèle d'affaires, et même aller plus loin sur la raison d'être, voir les entreprises à mission. Donc autant de démarches qui vont interpeller le tissu économique sur sa responsabilité dans la transition énergétique. Pardon de vous interrompre, mais vous semblez indiquer implicitement que c'est les démarches réglementaires qui entraînent la machine économique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de volontarisme qui naît des entreprises elles-mêmes aujourd'hui? Il y a les deux. Il y a bien sûr des entreprises volontaires depuis très longtemps, et puis celles qui ne le sont pas sont rattrapées par le droit. D'où l'intérêt d'être dans du volontariat pour anticiper et ne pas être pris au dépourvu lorsque la contrainte juridique impose ce que d'autres avaient déjà mis en œuvre dans une démarche volontaire. Et puis ça renvoie aussi à la question de la comptabilité qu'on n'a pas évoquée, sur quelle comptabilité? Est-ce qu'on continue sur une comptabilité classique avec le capital financier, ou est-ce qu'on intègre le triple capital, capital humain, capital environnemental? Et à cet égard, je vais lancer le 30 septembre, dans le 1er octobre au soir, un tribunal pour les générations futures. Donc c'est organisé par l'Ordre des avocats de Paris, et nous allons mettre en accusation Jacques Richard, en disant voilà, vous prenez le triple capital, êtes-vous sérieux? N'êtes-vous pas dans d'une démarche subversive, dans de la manipulation, dans de la marchandisation de la nature, avec, je ne peux pas te révéler aujourd'hui les témoins ni qui sera à l'accusation, mais des beaux noms. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à participer à cette tribunal de génération future. Expérience extraordinaire pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Ça, c'est sur la RSE. Sur l'économie circulaire, on ne peut pas parler de transition énergétique sans intensifier la mutation vers l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce n'est pas que les déchets. On le sait à l'ADEME, on le sait à Auré. L'économie circulaire, c'est d'abord changer ses comportements en tant que consommateur, changer ses comportements en tant qu'entreprise productrice, aller vers l'éco-conception. C'est bien sûr recycler, réemployer, et c'est inscrire un tissu économique dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Et si l'économie circulaire, avec la loi, le projet de loi qui est en discussion, sur loi contre le gaspillage et l'économie circulaire est adoptée, nous sommes vraiment dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que l'économie circulaire, avec toutes ses composantes, va nous amener naturellement vers une moindre consommation des ressources naturelles, vers une moindre émission de gaz à effet de serre et autant d'éléments qui participent de cette transition énergétique. Et puis sur la biodiversité, on ne peut pas parler de transition énergétique, parler de climat et oublier la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi génère des puits carbone. Et puis, on est dans cette approche où il faut absolument faire, ça a été évoqué aussi, rimer économie et écologie. Et chez Auré, nous sommes convaincus que économie et écologie peuvent rimer. En janvier 2019, au ministère de l'écologie, nous avons lancé la phase d'expérimentation d'un engagement pour la croissance verte de recyclage des vêtements professionnels. J'avais à ma droite Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à Bercy, et à ma gauche Brune Poisson, secrétaire d'État écologie. Lorsque ces deux ministères sont ensemble pour porter un même projet, c'est très positif. Merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter parce que le temps passe vite. Allez-y, pour le risque, quand même. Sur les risques, j'en cite 3. Parce que la transition énergétique, ok, ne pas oublier la dépendance au numérique.
parler de villes durables, de bâtiments intelligents, alors que le numérique croît chaque année de 3%, qu'il y a un coût énergétique énorme, qu'il y a un coût environnemental et social énorme avec l'extraction des terres rares, c'est un risque qu'il faut absolument prendre en considération. Et le deuxième risque, c'est la multiplication des normes et labels. On n'en peut plus des normes et des labels dans tous les sens. Les acteurs économiques n'y comprennent plus rien. Donc, au bout du compte, on peut arriver vers un découragement. Donc, il faut faire mieux avec moins, être dans une démarche pluridisciplinaire et dans une démarche sans dogmatisme et une neutralité carbone où on réduit, on compense, mais on oublie d'éviter. Il faut d'abord éviter. On a la séquence ERC en biodiversité, on n'a pas la séquence ERC en carbone. Pourquoi on ne la prône pas? Éviter pour plus de sobriété avec des indicateurs SMART. Et là, on y arrivera. Merci beaucoup, vous avez bien fait d'insister pour apporter ces éléments d'information. Je me tourne maintenant vers M. Fornas. Donc, je crois que vous dirigez un cabinet qui accompagne les entreprises dans la voie de la décarbonation. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les freins ou les drivers qui les conduisent à rentrer dans la danse? Est-ce qu'il y a des logiques d'image? Est-ce qu'il y a une sincérité profonde dans la démarche? Est-ce que c'est un peu les deux? Très bien, donc je voudrais commencer par remercier Myriam de m'avoir convié à ma première université d'été. Donc merci beaucoup. Donc, et je voudrais rebondir aussi sur ce que disait monsieur le ministre sur la réconciliation entre l'économie et l'écologie, montrer que ce n'est pas antinomique. Donc ça a été le parti pris d'EcoAct quand j'ai fondé avec mon associé la société il y a maintenant à peu près 15 ans. EcoAct, écologie, économie, au travers l'action. Donc arriver à réconcilier ce monde de l'écologie et de l'économie, ce qui n'est pas une chose aisée. Donc driver de la performance économique durable au travers des actions qui font sens, qui portent au niveau de l'impact, au niveau de l'environnement et au niveau du climat. Donc ce que fait EcoAct, c'est d'accompagner les organisations et les entreprises à la mise en place d'une démarche de neutralité carbone qui va être intégrée au cœur de la stratégie des organisations. Donc la neutralité carbone, je vais rebondir sur ce que disait Madame Savin, il y a beaucoup de définitions qui ont été mises en œuvre. La plus complète et complémentaire, donc c'est d'arriver à combiner effectivement l'évitement, la mesure, donc être capable de savoir de quel périmètre on va parler, de quantifier ces émissions de gaz à effet de serre, ensuite de travailler sur la sobriété, mettre en place des pistes de réduction et de séquestration du carbone, mais aussi, pour que la boucle soit bouclée, le financement de la transition via de la R&D, des pistes de R&D pour trouver de nouvelles recettes de réduction des émissions qui soient disruptives ou de séquestration, et enfin la compensation carbone, donc soit par de l'achat de crédits certifiés par des organismes reconnus internationalement, et puis le montage de projets, donc des projets qui soient des projets bas carbone, des projets verts, des projets de séquestration du carbone, par exemple dans les littorales, dans des puits que représentent les forêts par des politiques d'afforestation ou de reforestation, et puis des projets d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable. Bref, il y a tout un champ des possibles qui existe, un champ de solutions qui doivent être mises en œuvre par les organisations qui sont conscientes de l'urgence à agir. Donc, au début de cette université, Myriam et puis Françoise ont parlé justement de la sortie de ce rapport du GIEC le 8 août dernier. Donc les rapports du GIEC se succèdent. Ils manifestent de plus en plus l'urgence à agir. Il y a un véritable problème avec le time to market, la prise de conscience qui est en train de monter, mais toujours un peu en retrait par rapport à l'urgence de la situation. Donc aujourd'hui, au niveau des organisations avec lesquelles on travaille, elles sont conscientes de cette urgence à agir. Elles voient que l'utilisation des terres, des terrains, comme c'est relevé dans le rapport du GIEC, représente 23% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On voit que 500 millions de personnes sont touchées par la désertification, que, il y a énormément de... J'ai un condensé du rapport du GIEC qui dit que... Excusez-moi, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Et vous... Non, c'est pour vous amener sur le sujet des entreprises, en fait. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Ce à quoi je veux arriver,
c'est que les entreprises aujourd'hui, si on parlait d'image, vous parliez d'image tout à l'heure, on n'est plus dans du greenwashing. On n'est plus dans du greenwashing. Les gens ne sont pas aveugles, les gens ne sont pas sourds. Ils entendent qu'il y a une urgence à agir. Donc les entreprises et les organisations aujourd'hui veulent agir, veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. On travaille avec les secteurs, par exemple, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, qui sont directement touchés par les difficultés d'approvisionnement de leurs matières premières. Donc il s'agit de Qu'est-ce travailler... qu'elles font concrètement aujourd'hui? Quand vous les conseillez, vous leur demandez quoi? La règle des 80-20, elle existe, j'imagine. Donc avec 20% d'efforts, on doit pouvoir atteindre 80% de résultats, enfin, je l'espère. Donc qu'est-ce que vous leur demandez? Ce qu'on leur demande, quoi vous les dirigez? on les accompagne à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, donc à travailler sur toute leur supply chain pour aller voir avec leurs fournisseurs comment sécuriser sur le court, moyen, long terme l'approvisionnement de leurs matières premières. Donc en ayant des programmes qui vont permettre de travailler avec leurs fournisseurs, fournisseurs de matières premières, qui vont s'assurer que dans 20 ans, leurs fournisseurs seront toujours capables de les approvisionner en matières premières. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui, travailler sur la productivité, l'amélioration des rendements et ce genre de projet. Donc ce sont des vrais projets sur toute la chaîne de valeur. Après, c'est monitoré ça? Enfin, il y a déjà des reporting qui existent? Exactement, il y a des indicateurs de performance qui sont mis en place, des facteurs de productivité. On va mettre en place des indicateurs. Ensuite, il va y avoir des politiques de monitoring qui vont être mises en place pour être capable de voir les progrès au niveau du suivi et de l'amélioration des rendements. Après, une autre motivation, c'est être capable d'évaluer toutes les familles de risques qui peuvent exister, les risques physiques, les risques de transition qui existent, pour voir, en fonction d'une organisation, comment est-ce qu'elle est exposée à ces différents types de risques, et en fonction de toute cette famille de risques, être capable de prendre les mesures associées. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions de la réglementation, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir un risque réputationnel que l'entreprise devra prendre en compte? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, si elle a mis en place, par exemple, d'une taxe carbone, un sujet financier qui devra être traité de façon à ce que l'entreprise ne soit pas mise à risque. Il y a une phrase que j'aime bien qui a été citée par le gouverneur de la banque anglaise qui dit que toutes les entreprises qui aujourd'hui ne prennent pas en compte le risque climatique sont condamnées à disparaître. Ça fait une belle conclusion pour votre intervention. Pardonnez-moi de vous avoir un peu brusqué, c'est très intéressant, merci beaucoup. Monsieur Archimbaud, là je me tourne vers vous parce qu'il n'y a plus qu'un homme, donc c'est forcément vous, c'est plus simple pour moi. Vous dirigez une entreprise de bois, une scierie je crois, et je crois que vous êtes un passionné de puits carbone naturel, et vous allez nous défendre la filière bois et tous ses apports sur une première question. Vous pouvez présenter très rapidement votre entreprise, parce que vous êtes aussi un acteur très engagé, je crois. Oui, je crois qu'il y avait un petit slide qui avait été prévu pour nous, non? Oui, normalement c'est prévu, il doit y avoir un petit slide. Voilà, donc Jean-Pascal Archimbaud, je dirige le groupe Archimbaud, qui est une entreprise familiale industrielle dans le bois basée en Poitou-Charentes et en Aquitaine. Enfin, on appelle ça l'Aquitaine, c'est les Landes, mais on a du mal à se faire à cette nouvelle Aquitaine. Et donc, notre activité principale consiste à transformer du bois sous forme de planches pour faire des emballages, des palettes notamment. Et une activité importante de notre groupe aujourd'hui, plus de la moitié, c'est la production d'énergie sous forme de granulés de bois pour faire du chauffage et d'électricité à base d'une cogénération qui brûle nos déchets de bois. Donc aujourd'hui, on est autonome en énergie thermique et électrique. On produit autant d'électricité qu'on en consomme sur nos sites industriels. Voilà. Donc le bois, quand on parle du bois, c'est un mot qui fait rêver ou qui donne toujours un élément relativement positif pour le matériau. Par contre, quand on parle de forêt, là, il y a une incompréhension assez forte sur l'utilité de la forêt. Donc aujourd'hui, tout le monde veut protéger la forêt, donc personne ne veut trop qu'on y touche, sauf que le bois est issu de la forêt et obligatoirement, il faut qu'il y ait une acceptabilité aujourd'hui de la population à pouvoir exploiter ces forêts d'une façon durable. Et pour la France, je crois qu'on est très bien équipé avec l'ONF et avec toutes les organisations des coopératives qui ont un très bon plan de
prélèvement dans les forêts. Excusez-moi d'interrompre, il me semble qu'en France, on a une augmentation des surfaces de forêt. Voilà, on a une augmentation on n'a jamais eu autant de forêts en France. Il faut savoir qu'on exploite que 18% de la surface forestière est recouverte par des plantations artificielles. Bon, les Landes, qui sont une forêt tout à fait artificielle et qui ont été créées par la main de l'homme, plus divers peuplements, alors qu'on peut imaginer comme des peuplements forestiers, la forêt de Tronchet par exemple, qui n'est absolument pas une forêt naturelle, hein. Elle a été travaillée par la main de l'homme, mais aujourd'hui elle a été tellement travaillée qu'on a oublié pourquoi elle a été faite à l'origine. Et donc on a du mal à justement revoir ces modèles forestiers pour avoir des applications pour les futures générations, puisqu'on est vraiment sur le temps long. On parlait tout à l'heure du temps où des élus qui doivent se projeter pour les générations futures, et nous, dans l'industrie du bois, on doit aussi avoir une vision relativement longue sur ce qu'on va faire. Et quelles sont vos préconisations du coup pour mieux exploiter ces forêts, cette filière bois, tout en respectant l'objectif de les maintenir au moins dans l'état où elles sont actuellement en surface? Aujourd'hui, il nous faut développer la consommation de bois, puisqu'en fait, on ne fait pas assez de prélèvements forestiers, et on a tendance à faire des sanctuaires forestiers et à conserver des stocks de bois sur pied. Et on le voit bien, par exemple, dans le sud-est de la France, dès qu'on laisse des terrains se boiser, on a des incendies importants. Donc il faut absolument s'occuper de la forêt, l'entretenir. On a eu aussi des emprises agricoles relativement importantes dans les régions montagneuses qui ont ôté les troupeaux qui nettoyaient la forêt. Et donc on a aujourd'hui une végétation combustible très forte qui crée ces incendies. Bon, le bois, c'est quand même... Je crois qu'avant Rockefeller, parce qu'en fait il y a l'avant Rockefeller et l'après Rockefeller. Avant Rockefeller, on n'utilisait pas le pétrole d'une façon marchande aussi importante que celle qu'on a connue depuis un siècle et demi. Le bois répondait à deux utilisations importantes dans le bâtiment et la construction. On a toujours construit, on a toujours utilisé du bois dans la construction, sauf que depuis un siècle, on a utilisé du béton, on a utilisé de l'acier, on utilise du verre, que des éléments hyper consommateurs d'énergie. Je ne peux pas avoir mon petit slide ? J'avais fait un petit slide justement pour bien montrer la pollution de l'eau, la consommation d'énergie avec des structures en bois, en acier et en béton. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper... Le bois, c'est en rouge pour ceux qui ne voient pas. Oui, le bois est en rouge. À gauche. Voilà. Donc après, on voit le cycle du carbone et le cycle de l'hydrogène, et une petite image quand on plante un arbre. Donc il faut savoir qu'un arbre résineux, au bout de 40 ans ou 50 ans, il fait 1 mètre cube. Donc vous plantez 5 arbres et vous émettez, enfin vous neutralisez votre consommation pour 5 vols Paris-New York. Donc 5 arbres, c'est pas énorme, hein, ça. Voilà, donc c'est simplement le fait qu'on peut aujourd'hui compenser, équilibrer, avoir une vision positive du futur, en s'impliquant beaucoup sur cette forêt et sur ce bois. Je voudrais revenir aussi à un sujet important qu'on développe en interne chez nous, chez Archambault. On développe un process de fabrication d'hydrogène à partir de granulés de bois pour monter des micro-productions d'hydrogène. Micro, on parle d'une capacité de 200 kg d'hydrogène par 24 heures. Donc c'est pas énorme. Et en fait, cet hydrogène vient on prend du bois, on le met sous forme de granulés comme pour les granulés de chauffage, et de là, on va extraire l'hydrogène. Il faut savoir que dans 1 kilo de bois, il y a 160 grammes d'hydrogène, 16%, et qu'on peut en extraire aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on peut retirer environ la moitié, 8% d'hydrogène sur 1 kilo de bois. C'est énorme. Et pour conclure sur le sujet de la production d'hydrogène, pour moi, la plus grande machine naturelle à fabriquer de l'hydrogène sur la planète, c'est la forêt. Vous n'avez pas d'usine plus écologique que la forêt pour produire de l'hydrogène. On peut imaginer tout un tas de systèmes hyper compliqués. Celui qui est
sous nos yeux qui est utilisable facilement, c'est de s'occuper de la forêt, de laisser pousser les arbres, de les récolter et de les transformer alors, en matériaux de construction et en énergie avec les déchets et les produits connexes qu'on utilise. Je crois, M. Archambault, que vous aviez un petit message que vous souhaitiez absolument faire passer. Vous êtes engagé aussi, parce que je crois que toutes vos usines ou presque sont couvertes de toits photovoltaïques, mais vous aviez aussi un petit message photovoltaïque versus biomasse. Il me semblait que vous vouliez passer un message. Ça, c'est un petit clin d'œil. Sur les énergies renouvelables, aujourd'hui on parle de l'éolien. Bon, ok, on a les pro-éoliens, les anti-éoliens, et on voit bien la limite des implantations d'éoliennes dans les paysages. Il n'y a pas que du positif. Et le photovoltaïque, aujourd'hui, je suis pour le photovoltaïque quand on l'implante sur des toitures, sur des infrastructures déjà industrialisées. Par contre, je suis assez choqué. Dans les Landes, ça c'est notre usine des Landes à La Bouère. La Bouère, c'est entre Bordeaux et Bayonne. On a rasé 50 hectares de forêt pour mettre des panneaux photovoltaïques. Alors, c'est là où la limite du système est. Bon, moi, je suis un peu contre le photovoltaïque où on va prendre soit des terres agricoles, soit des terres forestières pour y implanter des panneaux photovoltaïques. C'est la limite Merci beaucoup. Je crois qu'on est quelques-uns à partager ce clin d'œil. Madame Wendling, voilà, je crois que c'est à vous qu'il revient d'achever cette table ronde. Vous êtes dirigeante de AXA Prospective, Foresight. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, vous pourrez vous présenter un tout petit peu votre activité, c'est comment les assureurs se préparent aujourd'hui à ces dérèglements climatiques. Ça doit être un vrai sujet pour vous. Merci beaucoup. Oui, donc le rôle de mon équipe, le rôle de la prospective, c'est d'anticiper le temps long pour AXA. Et évidemment, on travaille sur des scénarios. On a travaillé sur des scénarios à plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, plus 5 degrés. Et on se rend compte que dès 4-5 degrés, le monde de demain n'est plus assurable. Donc à partir de là, comment on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc la première piste qu'on a creusée, étudiée et mise en place, c'est évidemment décarboner les investissements, désinvestir. Nous l'avons fait et nous avons aussi dit qu'on pouvait mettre des restrictions sur ce qu'on assurait. Par exemple, ne pas assurer une mine de charbon, c'est possible, il suffit d'avoir une liste et des restrictions qu'on applique au quotidien. Donc aujourd'hui, dans notre département RSE, on a quelqu'un dont c'est le travail, pour chaque demande, de travailler sur toutes ces exclusions. La deuxième chose, on s'est rendu compte effectivement que, comme vous l'avez bien dit avec la loi Nota-Sénard, mais les rapports et tout ce qui s'est dit, d'avoir un comité des parties prenantes. Donc moi, tous mes travaux de prospective sont présentés depuis 2015 à ce comité des parties prenantes et on coproduit des études avec eux. Par exemple, on a coproduit une étude sur la biodiversité avec WWF. Et enfin, on essaie aussi très concrètement de travailler sur des projets d'avenir comme par exemple l'économie circulaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour un assureur de travailler sur l'économie circulaire ? On fait de l'impact investment, par exemple avec Circularity Capital. On travaille avec qu'est-ce que ça veut dire d'assurer un produit quand il n'est pas neuf. Aujourd'hui, vous pouvez assurer un smartphone neuf, mais qu'est-ce que ça veut dire d'assurer un smartphone qui est certifié et repackagé, par exemple ? Mais on a aussi travaillé avec Blablacar pour dire si on croit qu'effectivement ça va moins polluer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes qui prennent Blablacar soient bien assurées ? Je ne sais pas, par exemple, si votre chauffeur tombe malade, est-ce que vous, juste utilisateur, vous pouvez conduire ? Ben oui, parce qu'on assure. Donc en fait, je pense que c'est extrêmement important. J'ai 3 messages que j'aimerais faire passer. C'est 1, l'inclusion de la prospective dans l'entreprise très en amont permet d'anticiper des ruptures et de designer des produits et des services autrement. C'est le cas pour l'économie circulaire, c'est le cas sur le charbon, etc., très clairement. La deuxième chose, c'est l'inclusion des parties prenantes dans ce travail prospectif, c'est fondamental, et ça permet d'avoir un débat précieux sur comment est-ce qu'on change la donne, parce qu'on n'est pas seul dans un écosystème, on est plusieurs. Et la troisième chose, c'est permettre l'innovation. Parce que si vous n'assurez pas Blablacar, mais Blablacar ne va pas convaincre les pouvoirs publics de pouvoir se lancer. Donc pour moi, le rôle qu'on a aussi, c'est permettre des innovations qui sont plus durables, plus soutenables. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent, quand on pense au changement climatique, on ne pense pas forcément à son assurance. Et quand on demande à nos clients pourquoi est-ce que vous avez choisi AXA, je n'en connais pas qui disent j'ai choisi AXA parce que vous avez désinvesti du charbon, parce que vous assurez Blablacar, parce que tout ça, les gens vont choisir un prix, souvent, par exemple. Et donc je trouve ça encore dommage qu'aujourd'hui, quand on choisit une pomme, on va choisir une pomme bio plutôt qu'une pomme. Je trouve que même sur un produit financier, en fait, les gens devraient se poser le même type de questions.
C'est pour ça que de plus en plus, on publie nos notes de prospective, on partage nos trendbooks, nos carnets d'analyse pour que n'importe qui puisse aller sur notre site web et comprendre qu'est-ce que ça veut dire le temps long et être durable et soutenable quand on achète un produit financier. Merci beaucoup. Encore une petite question. Concrètement, en termes de sensibilisation, d'action auprès de vos clients, vous en avez beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les accompagner aussi dans ces démarches? Ce que vous avez dit est surprenant quand même, encore 4 ou 5 degrés, le monde n'est plus assurable, donc ça veut dire qu'on doit tous y participer. Qu'est-ce que vous faites vers vos clients pour les sensibiliser à cette problématique? Alors, je vais donner un exemple très précis et assez important. On a créé quelque chose qui s'appelle AXA Climate, donc c'est de l'assurance paramétrique. Donc, par exemple, si vous, je sais pas, vous avez des champs, vous êtes un agriculteur, etc., vous savez que s'il y a un certain taux de sécheresse sur vos sols, si par exemple le taux d'humidité des sols pendant plus de tant de semaines est sous un seuil, vous allez tout perdre. Et donc on sait que ça va être de plus en plus fréquent. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand il y a une catastrophe, tout le monde est impacté en même temps. Ça veut dire que l'éco-centers sont complètement débordés, qu'on n'arrive pas à indemniser, etc. Mais AXA Climate, c'est faire l'assurance paramétrique, c'est-à-dire d'automatiser le système, de dire si la donnée satellitaire pendant tel jour, tel nombre de semaines ou tel nombre de jours est sous tel seuil d'humidité, vous recevez automatiquement de l'argent. Donc ça, par exemple, c'est vraiment être là pour nos clients et c'est vraiment accompagner des gens qui vont souffrir du changement climatique. C'est pas attendre qu'ils aient rempli des dossiers, qu'un expert soit passé et c'est souvent trop tard. Dans certains pays, c'est carrément la fin. Les personnes les plus pauvres, les plus défavorisées, s'ils ne sont pas indemnisés tout de suite, c'est fini. Donc voilà, donc par exemple, AXA Climate, c'est vraiment un exemple pour accompagner des gens qui vont aussi être impactés en premier. Et après, évidemment, on a des tas de démarches de prévention, parce que pour nous, prévenir des catastrophes naturelles, c'est clé. Pas uniquement pour protéger nos clients, mais encore une fois, parce que sinon, c'est même plus finançable, en fait. Vous avez été très très bon. Je crois que dans l'histoire des universités d'été de 5T, c'est la première fois qu'on est en avance sur un planning. Donc, pardon Myriam. Mais juste une dernière. Du coup, je m'autorise une petite question quasi personnelle. J'ai appris, je roule beaucoup en trottinette électrique et ça fait plus de 10 ou 12 ans que je suis sur un scooter électrique aussi accessoirement. Et j'ai appris que je n'étais pas assuré ce matin. Donc, est-ce que c'est... Alors, je sais que je suis un emmerdeur pour plein d'automobilistes, pardon, mais il paraît que je ne suis pas assuré. Est-ce que vous trouvez logique que les gens qui prennent des trottinettes électriques aujourd'hui en ville pour leurs déplacements doux ne soient pas assurés par les assureurs? Alors ça fait partie des travaux qu'on est en train de mener, travailler sur les mobilités de demain et comment on assure la mobilité de demain. Ça pose des tas de challenges. Le premier challenge, c'est que souvent, on a créé des modèles d'assurance qui étaient basés sur la propriété. On assure un propriétaire. Donc là, c'est comment on assure un usage. Et ça, on a commencé à l'apprendre en assurant Blablacar et on va continuer. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup assuré un bien. Aujourd'hui, il faut travailler à assurer une flotte de biens. Donc ça, c'est voilà. Et troisième chose, on travaille beaucoup en prospective aussi sur l'usage des mobilités autonomes. Ça veut dire quoi, assurer un véhicule autonome, un véhicule connecté. Et aussi, parce que les gens ne pensent pas, mais demain, par exemple, une personne dépendante qui voit très mal, elle ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait pas conduire, donc elle restait chez elle. Si le véhicule est autonome, elle pourra se déplacer. Donc ça crée aussi des nouvelles formes d'assurance à développer pour des personnes qui ne se déplaçaient pas et qui vont se déplacer avec des nouveaux besoins. Donc c'est bien parce que cette question me permet de dire qu'en fait la prospective, elle continue tous les jours, à peine a-t-on fini une étude qu'il faut en commencer une autre. Bravo. Merci beaucoup à vous 5.